C'est la charge fois le potentiel. La charge, on ne parle pas de charge, on parle de moment dipolaire. L'énergie d'un moment dipolaire petit p dans un champ électrique E. Trois sur 2 n h bar fois la fréquence. Ah non. Eh bien, l'énergie, c'est moins P scalaire E. Epsilon égale moins P scalaire E. Bon, ensuite, on décide de l'orientation. Nous allons voir. Dans la deuxième question, on admet que l'orientation d'un dipôle est indépendante de celle des autres. Déterminer la probabilité P de θ et phi d oméga pour que le dipôle pointe dans une direction θ phi à l'intérieur de d oméga. On suppose que tous les angles sont permis. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette probabilité P de θ et de phi d oméga? Quel est QI probable? Comment? Que la probabilité est QI probable. Et comment est-ce qu'elle s'écrivait? Enfin, au moins une idée? Eh bien, la probabilité sera proportionnelle à exponentielle moins bêta epsilon, c'est-à-dire dans l'ensemble canonique pour les systèmes thermostatés. La probabilité que le système ait une énergie epsilon est proportionnelle à exponentielle moins bêta epsilon. Donc, c'est deux éléments que je voulais vous rappeler comme ça. Bon, j'espère même que vous les rappellerez pour déjà démarrer l'exercice, commencer l'exercice. Ensuite, ensuite, nous allons regarder la solution. Alors, il était question de chercher l'énergie du dipôle dans le champ E, ensuite de la probabilité d'avoir une orientation θ et phi de P, et ensuite de calculer PZ moyen. Nous allons voir ça. Alors, oui. Solution TD4. Est-ce que vous voyez sur l'écran solution des exercices de TD4? Oui. D'accord. Et donc, à la première question, l'exercice 1. La première question, c'était qu'on avait un moment dipolaire petit p dans un champ électrique E. On va prendre E suivant une direction donnée. Et bien, quand le dipôle petit p fait un angle θ par rapport à la direction du champ électrique E, son énergie, c'est moins PE, moins P scalaire E. Et moins PE scalaire P scalaire E, c'est moins PE cosinus θ. Donc, c'est une énergie, l'énergie d'un dipôle dans un champ électrique, epsilon égale moins P scalaire E, c'est moins PE cosinus θ. L'énergie est une fonction de θ. Alors, l'angle θ, c'est l'angle que fait P avec E. C'est l'angle que fait
le moment dipolaire petit p avec le champ électrique. Donc, epsilon égale moins p e cosinus θ, c'est une fonction de θ. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était... Alors, petit problème, je n'arrive pas là. Là, est-ce que je n'arrive pas à l'avancer? Comment est-ce que je n'arrive pas à l'avancer? Ah. Bon, j'arrête la présentation une seconde. Alors, je suis solution TD4, d'accord. Je vais faire la présentation. Je reprends présentation, une fenêtre TD4, partage. Alors, est-ce que je peux avancer maintenant? Oui, donc je l'ai refait, voilà. La deuxième question, c'est quelle est la probabilité P de θ et de phi d'oméga pour que le dipôle soit dans l'angle solide d'oméga avec une orientation donc entre θ et θ plus dθ et entre phi et phi plus dφ, puisqu'un angle solide, c'est deux angles. Mais nous constatons ici que l'énergie ne dépend que de θ, elle ne dépend pas de phi. Donc, phi, ben, ce sera un angle de rotation autour de E. Et la probabilité donc P de θ et de phi d'oméga est proportionnelle à exponentielle moins bêta epsilon. Epsilon ne dépend que de θ. Donc, la probabilité que le dipôle ait une orientation θ-phi dans l'angle solide d'oméga par rapport au champ électrique E, eh bien, c'est une constante de normalisation à exponentielle moins bêta epsilon d'oméga. C'est un système dans l'ensemble canonique, il a une température fixe, la probabilité d'avoir une énergie epsilon de θ est proportionnelle à exponentielle moins bêta epsilon de θ. Et A, c'est une constante de normalisation. Je remplace epsilon de θ par moins PE cosinus θ, donc P de θ et phi d'oméga, A exponentielle bêta PE cosinus θ, sinus θ dθ dφ. Sinus θ dθ dφ, c'est d'oméga. Bon, nous voyons là-dedans que P de θ et phi ne dépend pas en fait de phi. Cette probabilité est normalisée, c'est-à-dire que la somme des probabilités vaut 1. Donc, ici, la somme continue. Intégrale de P de θ et phi, d'oméga c'est sinus θ dθ dφ égale 1. L'intégrale sur, donc voilà, A, l'intégrale de exponentielle bêta mu cosinus θ sinus θ dθ dφ égale 1. L'intégrale sur phi, c'est de 0 à 2π, mais l'intégrant ne dépend pas de phi, donc il y a un 2π qui peut sortir de l'intégrale. Il va rester l'intégrale sur θ, somme de 0 à π de exponentielle bêta PE cosinus θ sinus θ dθ. Donc nous voulons déterminer la constante A pour que la probabilité soit normalisée. Et nous avons une intégrale qui semble compliquée, somme de 0 à π de exponentielle bêta PE cosinus θ sinus θ dθ
Nous voulons l'intégrer. Et pour cela, bon, nous cherchons la primitive de exponentielle bêta, PE, cosinus θ, sinus θ. Nous remarquons que si on dérive exponentielle bêta, PE, cosinus θ par rapport à θ, nous allons voir bêta, PE, la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ, exponentielle bêta, PE, cosinus θ. Donc, vous voyez que on a ici l'intégrant, la primitive de sinus θ exponentielle bêta PE cosinus θ, c'est exponentielle bêta PE cosinus θ divisé par moins bêta PE. Mais le fait qu'il y ait donc exponentielle bêta PE cosinus θ, mais qu'il y ait de sinus θ, ben, ça fait que ça s'intègre plus facilement. Donc, la primitive de exponentielle bêta PE cosinus θ sinus θ, eh bien, c'est exponentielle bêta PE cosinus θ divisé par moins bêta PE. Je reprends l'intégrale au-dessus, A de pi A, exponentielle bêta PE cosinus θ moins sur moins bêta PE, donc c'est la primitive de l'intégrale, c'est entre 0 et pi égale 1. Donc, maintenant, après, je prends les valeurs. 2 pi A, alors je prends les valeurs pi, c'est moins bêta PE, les valeurs 0, c'est plus bêta PE, mais il y a ici moins bêta PE, donc ça s'écrit comme ça. 2 pi A exponentielle bêta PE moins exponentielle moins bêta PE sur bêta PE égale 1. Et donc la constante A de normalisation de la probabilité, 1, c'est bêta PE sur 2 pi exponentielle bêta PE moins exponentielle moins bêta PE. La probabilité normalisée va donc s'écrire sous la forme P de phi, c'est la constante 1, hein, donc c'est bêta PE sur 2 pi exponentielle bêta PE moins exponentielle moins bêta PE, exponentielle plus bêta PE cosinus θ d oméga. Voilà donc la probabilité. La troisième question, c'est calculer la valeur moyenne de Pz, de la composante suivant OZ du dipôle P. Pz, c'est P cosinus θ. Valeur moyenne. Valeur moyenne, c'est l'intégrale de P cosinus θ et la somme des probabilités P de θ et phi d oméga. Donc, on va sommer. C'est des quantités discrètes, donc on va intégrer sur d oméga, sur θ et phi. P cosinus θ multiplié par la probabilité P de θ et phi, qui va s'écrire donc P cosinus θ fois 1, la constante de normalisation, exponentielle bêta PE cosinus θ d oméga. Donc c'est ça, la valeur moyenne de Pz. Pz, c'est P cosinus θ en moyenne, c'est la somme P cosinus θ par la probabilité. Voilà, P cosinus θ par la probabilité, donc qui va s'écrire maintenant entier, avec une constante que nous avons déterminée un peu plus haut. Donc je remplace A par son expression, je sors les quantités constantes, il y a bêta PE sur 2 pi exponentielle bêta PE moins exponentielle moins bêta PE, il y a ce P, il y a le 2pi qui sort de l'intégrale sur phi, parce que l'intégrant ne dépend pas de phi, et il va me rester somme de 0 à pi de cosinus θ, bêta PE cosinus θ, sinus θ, cosinus θ, exponentielle bêta PE cosinus θ, sinus θ dθ. Là aussi, l'intégrale peut sembler compliquée. On va poser alpha égale bêta PE pour raison de simplicité simplement. Il s'agit donc de calculer l'intégrale, somme de 0 à pi, l'intégrale sur θ, somme de 0 à pi de cosinus θ, exponentielle alpha cosinus θ, sinus θ dθ. Eh bien, nous constatons que c'est la dérivée par rapport à alpha
de somme de 0 à pi d'exponentielle alpha cosinus θ sinus θ dθ. Et la primitive de exponentielle alpha cosinus θ sinus θ, c'est exponentielle alpha cosinus θ sur moins 1, comme on l'a vu un peu plus haut. Donc, l'intégrale qui nous intéresse, somme de 0 à pi de cosinus θ exponentielle alpha cosinus θ sinus θ dθ, c'est d sur d alpha de cette intégrale que l'on peut calculer comme étant exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha sur alpha. Alors, c'est sinus hyperbolique alpha sur alpha, dérivé par rapport à alpha. Mais bon, je peux l'avoir comme un produit U sur V. C'est U'V moins UV'. Donc, la dérivée par rapport à alpha de cette fonction, c'est exponentielle alpha. C'est U', donc la dérivée de exponentielle fois moins exponentielle moins alpha, qui est dans ce cas-là exponentielle alpha plus exponentielle moins alpha. Multiplié. Alors, c'est U'V moins UV', V' c'est 1, sur V. Donc, ça s'écrit, cette intégrale s'écrit exponentielle alpha plus exponentielle moins alpha sur alpha moins exponentielle alpha moins exponentielle moins alpha, le sinus hyperbolique de fois sur alpha. Si je remplace l'intégrale par cette expression, je vais avoir Pz moyen, c'est bêta PE fois sur exponentielle bêta PE moins exponentielle moins bêta PE, petit p, et puis l'intégrale de tout à l'heure où je remplace alpha par exponentielle bêta PE. Qu'est-ce qui c'est? Alors, le bêta, il y a un bêta PE qui se simplifie, un bêta PE, bon, ça va s'écrire PZCP, exponentielle bêta PE plus exponentielle moins bêta PE sur exponentielle bêta PE moins exponentielle, moins 1 sur bêta PE. Et bien, ceci va s'écrire ici, hein, exponentielle bêta PE plus exponentiellement bêta PE sur exponentielle bêta PE moins exponentielle. C'est le cosinus hyperbolique sur le sinus hyperbolique, c'est-à-dire cotangente hyperbolique. Donc, Pz moyen, c'est P, le module P, un coth bêta PE, moins 1 sur bêta PE. Oui, il faut ajouter ici, le crochet doit se fermer. Il n'a pas été fermé. À quel niveau? P. Ah, il est fermé sur ma feuille. C'est le scan qui ne l'a pas mis. Ouais. Ici, le crochet est fermé. Bon, il a écrit plus bas. C'est P, coth, cotangente hyperbolique, bêta PE, moins 1 sur bêta PE. Donc voilà, PZ moyen. Alors, ça s'appelle aussi, c'est Langevin, c'est le physicien français Langevin qui a donné, donc on appelle aussi la fonction de Langevin. Coth bêta PE moins 1 sur bêta PE. Cotangente hyperbolique. PZ, c'est P, coth bêta PE moins KT sur PE, c'est-à-dire si on veut utiliser PE sur KT, si on veut utiliser la température. Donc, PZ moyen, P, coth PE sur KT moins KT sur. À basse température, les basses températures, c'est PE sur KT, qu'on va appeler X, très grand devant 1. Coth X, c'est exponentielle X plus exponentielle moins X sur exponentielle X moins exponentielle moins X moins 1 sur X. Et bien, nous voyons que le X est très grand, 1 sur X c'est 0, et ici exponentielle X sur exponentielle X c'est 1. Donc, coth X tend vers 1. Et par conséquent, PZ égale P. Donc, quand la température est basse, c'est-à-dire KT petit devant PE, basse température, KT beaucoup plus petit que PE,
eh bien PZ, ce sera P. P. Le dipôle va s'orienter tout suivant E. Si nous sommes à haute température, PE sur KT égale X, beaucoup plus petit que 1, là, il faut faire un développement limité, exponentielle X plus exponentielle moins X sur exponentielle X moins exponentielle moins X. On peut montrer que côté HX, moins 1 sur X, hein, avec moins, c'est X sur 3. Donc, dans ce cas-là, PZ, c'est P fois X, PE sur 3KT. Mais PE sur 3KT est petit, donc PZ, c'est pratiquement 0. Basse température, P est orientée suivant E. Haute température, PZ moyen égale P. P est entièrement suivant E. Et haute température, PZ moyen égale 0. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Nous avons une compétition entre le champ thermique et le champ électrique. Le champ électrique, alors l'énergie, c'est moins PE, moins P scalaire. C'est-à-dire, le champ électrique a tendance à orienter P suivant E. Si P est suivant E, on a une énergie minimale. Donc, le champ électrique a tendance à orienter le dipôle électrique suivant E. Quand le champ est très très fort, il est plus fort que l'agitation thermique, eh bien le dipôle est orienté suivant E, PZ égale P. Quand l'agitation thermique est très forte, on va avoir des dipôles orientés au hasard. Et donc, PZ moyen égale 0. C'est ça qu'on retrouve donc par ces calculs. Basse température, PZ égale P. Le dipôle est entièrement orienté suivant E. À haute température, probabilité, le dipôle s'oriente dans tous les sens possibles. Sa valeur moyenne, c'est 0. La représentation graphique, c'est que à très basse température, KT sur P petit, PZ égale P. À haute température, PZ égale 0. Mais ça va aller de manière continue. Donc, voilà la représentation graphique de PZ moyenne. Donc, de la moyenne de la composante P suivant E. Basse température, PZ égale P. P est entièrement suivant E. À haute température, PZ égale 0. Orienté au hasard. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de raconter? Monsieur, j'ai pas très bien compris la remarque sur les orientations. Oui. Si on reprend le dessin initial, voilà, nous avons un champ électrique E et un dipôle P. L'énergie epsilon, c'est moins P scalaire E. Vous voyez que si P est suivant E, c'est-à-dire si θ égale 0, vous allez avoir epsilon égale moins PE, c'est le minimum. Donc énergie minimale, comme ça, le champ électrique E, il a tendance à orienter P suivant E, suivant sa direction. Ça, c'est en l'absence de température. Si on met de la température, c'est de l'agitation thermique. Alors, si l'agitation thermique est KT est très faible devant PE, c'est ça les énergies qui se comparent, et bien le champ électrique, ça veut dire que le champ électrique est fort, ou bien que la température est basse. P va s'orienter suivant E. Donc, PZ moyen égale P.
Si l'agitation thermique est très forte, KT beaucoup plus grande que PE, eh bien, on va avoir un P qui est orienté au hasard, ou bien la probabilité est la même pour tous les angles. Il peut s'orienter au hasard dans tous les angles. PZ moyen égale 0. Haute température, PZ moyen égale 0. P est orienté au hasard. Basse température, PZ moyen égale P. P est orienté sur E. C'est plus clair, merci. Encore des questions? Pas de questions? Non, monsieur, pas de question. D'accord. Alors, en ce qui concerne cet exercice, bon, c'est une solution très détaillée que je vous enverrai cette solution. Nous allons passer à la suivante. Bon. Alors, attendez, voilà. Exercice suivant. Alors, bon, attendez voir. Non. Bon, regarde. Si, je l'ai, mais attendez, est-ce que j'arrive à le déplacer? Non. Est-ce que j'arrive à le déplacer comme ça? Allez, il vaut mieux que je laisse le passage. Je fais, bon, maintenant, Meet, partager, prenons une fenêtre. TD4 PDF partagé. Très bien. Alors, c'est l'exercice 2. L'énergie potentielle d'un oscillateur anharmonique à une dimension. Alors, nous avons traité l'oscillateur harmonique à une dimension. Il s'écrit donc V de X. Hein. L'énergie potentielle d'un oscillateur harmonique, c'est V de X égale CX carré. Et là, on vous demande de traiter un oscillateur anharmonique, c'est-à-dire on ajoute des effets non harmoniques. C'est le terme GX3, FX4. Donc V de X, cette fois-ci, c'est l'énergie potentielle. Hein. L'énergie cinétique, elle existe toujours. V de X, c'est CX2 moins GX3 moins FX4. Où CG sont des constantes positives, CGF sont des constantes positives. Mais G et F sont petits devant C. C'est-à-dire que là, on a un potentiel anharmonique, mais il y a une partie harmonique CX2 qui est plus grande, beaucoup plus grande que la partie anharmonique. En tout cas, dans les coefficients, C est beaucoup plus grand que G, qui est beaucoup plus grand que F. Montrer que les termes principaux de la capacité calorifique due au terme anharmonique est 3,5 de K carré F sur X2, F sur C2 plus 5G2 sur 4C3T.
Alors, la question, c'est les termes anharmoniques. Que peut-on dire de la capacité calorifique du terme harmonique? Le terme harmonique, il donne quelle capacité calorifique? Le terme harmonique, il doit donner quel terme dans la capacité calorifique? Le terme harmonique. Trois demi-côtés. Si c'est à une dimension, c'est pas 3,5, c'est 1,5. C'est-à-dire 3,5 de K. Non, attends, c'est la capacité calorifique. L'énergie moyenne, c'est 3,5 de KT, effectivement. La capacité calorifique, c'est 3,5 de K. Pour quand nous sommes un oscillateur harmonique à 3 dimensions. Quand nous avons un oscillateur harmonique à une dimension, ben c'est 1,5 de K. La capacité calorifique du terme harmonique, c'est 1,5 de K. Et maintenant, ça, c'est les termes anharmoniques. C'est des termes anharmoniques, c'est-à-dire le terme ici, 3,5 de K, 2F sur C2, plus, etc., il est dû à G et F. Bon, mais il y a un terme C qui intervient. Écoutez, ce que je vais faire, je vais réécrire cet exercice 2 et je vais mettre un peu plus de détails, un peu plus de questions, et je vais vous demander de le faire comme devoir. Ok, ce que je vais faire, je vais réécrire, en fait, je vais ajouter quelques questions pour l'oscillateur harmonique, et ensuite, je vais laisser les questions pour l'oscillateur anharmonique sous cette forme. Et je vais vous demander de le faire pour devoir pour la semaine prochaine. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce point. S'il y a des questions sur ça, vous pouvez les poser avant qu'on s'arrête. Pour le moment, je n'ai pas de questions. Pas de questions? Alors, d'accord. Ce que je vais faire, je vous dis, je vais vous réécrire, je vais vous l'envoyer aujourd'hui
je vais réécrire un petit peu cet exercice. En fait, je vais ajouter uniquement une question sur l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire l'oscillateur harmonique à une dimension, et je vais vous demander de le faire comme devoir pour la prochaine fois. Pour le moment, on va s'arrêter sur ce point.